En juillet 1830, la prise d'Alger ouvre la voie à la conquête de nouveaux territoires par la France. Les expéditions de l'armée d'Afrique se succèdent et l'âme de la résistance est conduite par l'émir Abdelkader. Il fédère les populations de l'Ouest et en chef militaire parvient à négocier 2 traités de paix, dont celui de la Tafna en mai 1837. Pourtant, la trêve sera de courte durée. En 1841, le général Bugeaud vient d'être promu gouverneur général de l'Algérie et reçoit l'ordre d'écraser la révolte de l'émir au moyen de 100 000 hommes. Se voyant détruire ses places fortes une à une, Abdelkader imagine alors une capitale nomade, restée dans l'histoire sous le nom de Zmala. Véritable cité itinérante, structurée pour sa survie, elle abrite de 50 000 à 70 000 personnes. Civils, soldats, artisans, esclaves, serviteurs, mais également la famille et les proches de l'émir. La Zmala renferme les ressources humaines et matérielles permettant de soutenir la résistance. Le 16 mai 1843, le duc d'Aumale, fils du roi Louis-Philippe, découvre l'emplacement de la Zmala sur les indications d'Ahmed Ben Ferhat, l'un de ses émissaires. Alors qu'Abdelkader et une grande partie de ses troupes se trouvent à 200 km du campement, celui-ci est mis à sac par un escadron de 500 cavaliers. En moins de 2 heures, 6 000 prisonniers sont capturés et tous les biens sont pillés ou détruits. En l'absence de l'émir et de son armée, le jeune prince remporte une victoire sans grande valeur militaire, mais celle-ci porte un coup très sévère à la résistance algérienne. Pour immortaliser l'exploit servant la grandeur monarchique de la France, Louis-Philippe commande une peinture monumentale à Horace Vernet. Peintre officiel passionné par l'Algérie, il y a séjourné lors de longues missions pour s'instruire, dessiner et rendre compte des conquêtes de l'armée d'Afrique. Avec ses 5 mètres de haut et ses 21 mètres de large, l'œuvre de Vernet surpasse toutes les précédentes peintures d'histoire et de bataille. C'est alors la plus grande toile du monde. Sa surface démesurée renforce l'ampleur du décor, un immense plateau désertique, surplombé d'un vaste ciel bleu. Sur le plan géographique, l'œuvre est précisément renseignée. La scène se déroule à Taguine, sur les hauts plateaux situés à 200 km au sud-ouest d'Alger. On y retrouve les éléments topographiques comme les montagnes arides à l'arrière-plan, l'emplacement de la ruine du fort turc et le cours d'eau au centre de la vallée. Tel un arrêt sur image tiré d'un film en cinémascope, la toile déploie son récit dans une succession rythmée de compositions picturales. Le peintre met en scène plus d'une centaine de personnages incarnant avec exaltation les drames humains qui se jouent en simultané au sein de la Zmala. Horace Vernet peint son Afrique. Ses représentations stéréotypées et orientalistes de l'indigène illustrent le racialisme de l'époque, justifiant les interventions civilisatrices. Ainsi, au milieu de la foule fuyant de tous côtés, on remarque une femme noire nue à l'allure primitive. La famille de Mohamed Belkaroubi, premier secrétaire et lieutenant d'Abdelkader. Un homme, vu comme la caricature du juif, qui s'échappe sur la pointe des pieds pour sauver ses derniers biens. Le redouté combattant Sidi Mbarak, qui est le commandant de la Zmala. Les tentes blanches que l'on voit à l'arrière-plan sont celles de l'émir Abdelkader. Au premier plan, récitant le Coran, on voit Sidi Laraj, le marabout vénéré auquel Abdelkader doit son titre d'émir. Mais Horace Vernet restitue avant tout la vision martiale attendue par la commande. Dans une succession de portraits militaires, on distingue en premier lieu le duc d'Aumale, représenté en chef des armées solidement campé sur son cheval blanc. À ses côtés, on peut voir le commandant Jamin, l'aide de camp du duc, Monsieur de Beaufort, Monsieur Durieux, Chambert, Hitzman, Lemoine, le lieutenant-colonel Maurice, le capitaine Dupin,
Monsieur Lichtelin, le capitaine d'Épinay. Pour que la toile révèle clairement sa construction géométrique, il faut se placer à distance. Séparée en deux parties équivalentes sur la hauteur, l'action se déroule uniquement dans la moitié inférieure. De même, divisée en deux parties sur la largeur, l'image place à gauche les soldats français et à droite les Algériens. La surface occupée par les soldats français forme un triangle dont le sommet pointe un cavalier en tête de l'action. Ses camarades sont disposés en rangs serrés sur des surfaces rectangulaires et horizontales, accentuant l'idée d'une progression claire, efficace et ordonnée. Le sens de lecture de l'œuvre s'impose de gauche à droite en suivant le mouvement de la garnison française. Et comme le soulignent les nuages de poussière ou le drapeau des insurgés, la progression des soldats du duc d'Aumale s'effectue même dans le sens du vent. Par jeu de contraste, c'est la panique et le désordre qui règnent chez les habitants de Lasmala. Pourtant, sous le chaos apparent, les groupes formés par les insurgés s'inscrivent dans des cercles en premier et second plan. En entourant les tentes de l'arrière-plan, on remarque que l'ensemble de ces formes trace plusieurs ellipses concentriques. Cette structure géométrique est calquée sur le plan de Lasmala, lui-même constitué de plusieurs enceintes circulaires. On ne discerne pas immédiatement la savante construction de la scène, mais le peintre a pourtant agencé sa toile en reprenant les schémas tactiques des deux camps ennemis. Le tableau fourmille de détails. En dehors de certains indices, presque dissimulés au premier plan, rien ne matérialise le pillage et la rafle du butin. Or, la tactique militaire de la razzia éclair a, en réalité, dépossédé Lasmala de toutes ses ressources. Tous les biens de valeur ont été volés ou saccagés par l'armée française. Effets et outils précieux, armes de prix, collections d'ouvrages uniques, troupeaux, récoltes. Et même, trophée ultime à défaut d'avoir capturé son propriétaire absent durant l'attaque surprise, la tente de l'émir. La dimension extraordinaire de la toile veut frapper les imaginations. Elle affirme la volonté de propagande du roi Louis-Philippe à un moment où son pouvoir est largement contesté. En magnifiant le courage du duc d'Aumale, il tente de montrer combien ses fils et lui-même auront œuvré à la grandeur de la France. La représentation de Vernet se veut héroïque et romanesque, mais elle atténue l'aspect peu glorieux de l'événement. L'œuvre passe sous silence la prise d'une Zmala dont l'armée algérienne est quasi absente. Or, si les soldats de l'émir avaient tous été là, l'issue de cette bataille aurait peut-être été différente. C'est au salon de 1845 que le tableau est dévoilé. L'opération médiatique remporte un franc succès populaire, mais Vernet s'attire les foudres de la critique, en particulier celle de Baudelaire. Cette peinture africaine est plus froide qu'une belle journée d'hiver. C'est un vaste panorama de cabaret. Grâce à cette méthode de feuilletoniste, la mémoire du spectateur retrouve ses jalons, à savoir un grand chameau, des biches, une tente. Vraiment, c'est une douleur que de voir un homme d'esprit patauger dans l'horrible. En réponse à l'attaque de Baudelaire, Théophile Gautier se positionne en fervent défenseur de Vernet. Monsieur Horace Vernet n'a pas besoin pour réussir de cet appel de mauvais goût à la popularité. Il se contente d'écrire sur la toile, d'un style vif, exact et dégagé, l'histoire des hauts faits de notre jeune armée d'Afrique. La même année, Eugène Delacroix peint Le sultan du Maroc, Moulay Abderrahmane. Encensé par la critique, le tableau fait face à la prise de la Zmala dans le salon carré du Louvre. Un an plus tard, au salon de 1846, Baudelaire relance l'offensive et condamne Vernet qu'il décrit comme l'antithèse absolue de l'artiste. Je hais cet art improvisé au roulement du tambour,
ces toiles badigeonnées au galop, cette peinture fabriquée à coups de pistolet, comme je hais l'armée. Cette immense popularité ne durera d'ailleurs pas plus longtemps que la guerre et diminuera à mesure que les peuples se feront d'autres joies.